La nouvelle se renouvelle. Votre journal est maintenant aussi disponible via l'application Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec. Actualité, dossiers d'enquête, chroniques d'opinion et bien plus. Retrouvez toutes les sections du journal sur votre mobile. Téléchargez l'application dès maintenant. Les aléas de la route ne vous surprendront jamais grâce au conseil des experts du balado Le Guide de l'auto. Chaque semaine, Antoine Joubert et Germain Goyer vous offrent un nouvel épisode disponible sur cuberadio.ca. Albi le géant, fier de propulser le Guide de l'auto. albilegéant.com. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, Mathieu, tiens, on décolle un peu du Québec et on s'en va vers la France. Tu veux nous parler d'un livre qui fait énormément jaser en France sur les frères musulmans. Ouais, alors c'est de Florence Bergeau-Blaclair, qui est chercheur au CNRS, qui est anthropologue de formation, et qui a publié un livre, Le frérisme. Le frérisme, c'est l'idéologie au sens large qu'elle prête aux frères musulmans et à leurs compagnons de route. Les frères musulmans, c'est cette confrérie, créée il y a plusieurs décennies, qui s'est donnée pour mission, et elle en fait une démonstration assez fine, non seulement d'imposer leur propre lecture de l'islam dans le monde musulman, mais plus largement d'imposer à l'ensemble de l'humanité, sur un projet au fil des siècles, leur conception d'une société islamiquement correcte. Donc, c'est sous le signe de la charia, donc une forme d'international islamique et islamiste, et qui veut s'imposer un peu partout. Ce qui est très intéressant dans le livre de Florence Bergeau-Blaclair, c'est que ce livre, d'abord, il est avant tout très documenté. On n'est pas devant ici un essai à point d'exclamation. On est devant un ouvrage d'universitaire travaillé où elle analyse tout à la fois l'histoire de l'organisation, la vision et l'idéologie qu'il apporte, et ensuite la stratégie, les stratégies qui sont mises de l'avant. Une fois que c'est dit, son livre, donc, qui est paru chez Odile Jacob, je l'ai reçu d'ailleurs à mon émission il y a quelques mois déjà, en février, pour en parler. Son livre est tellement coup de poing, disons ça comme ça, mais coup de poing par son contenu, pas par son style polémique, là, par son contenu, qu'au début, réaction des milieux qui sont visés par ça, silence. Silence, on n'en parle pas. Ensuite, parce que le livre perce un peu dans les médias néanmoins, et là, il y a une campagne de diffamation de l'auteur. Donc là, des gens qui sont proches commencent à l'insulter. Ils prennent pas la peine de répondre aux arguments qu'elle avance. Ils se contentent de l'insulter. Ensuite, les menaces de mort viennent. Les menaces de mort plus la campagne de diffamation sont telles qu'elle devait donner une conférence en avril, je ne me trompe pas, à la Sorbonne. Conférence annulée par la responsable, la rectrice de la Sorbonne, je crois, la rectrice, oui, parce qu'elle dit, c'est trop dangereux. Puis ça, c'est le nouvel argument utilisé en France, mais ailleurs aussi, pour interdire une conférence. On dit, c'est tellement dangereux qu'on ne peut pas assurer la sécurité. Donc, on accorde à ceux qui font des menaces le pouvoir de décider si une conférence aura lieu, parce que la menace suffit pour que les autorités se couchent en disant, on fera rien. Et là, son livre, néanmoins, donc là, le ministre de l'Intérieur la protège, la conférence aura lieu finalement. Et pourquoi je te parle de tout ça? Parce que c'est un livre. Alors, on se parle souvent d'islamisme de manière, c'est une question essentielle en Occident aujourd'hui, mais on traite de conspirationnistes. Ceux qui disent, oui, mais il y a une vision quand même qui se déploie, une stratégie, comme on le voit par exemple dans l'Union européenne. Les institutions européennes sont très perméables à l'islamisme. Comme on le voit aussi au Canada, quelquefois, l'ouverture au nom de la logique des accommodements raisonnables à toute une série de revendications sur le signe de l'islam politique, c'est indéniable. Eh bien, elle montre comment c'est les porteurs de cette vision, les porteurs de cette idéologie se représentent eux-mêmes. Quel est leur projet? Comment interprètent-ils leur projet? Et c'est absolument passionnant de voir donc, le livre, 2, la réaction qu'il suscite, et 3, ce qu'il nous dit sur l'état de nos sociétés. Écoute, je m'obstinais avec un bon ami il y a quelque temps de ça. Je parlais entre autres des frères musulmans, tout ça, qui veulent instaurer une république islamique, puis tout ça. Ils ont dit, écoute, il me dit, t'es complotiste. C'est un complot. Penses-tu vraiment qu'ils s'assoient autour d'une table puis ils disent, là, on va instaurer la charia en France, puis on va demander des accommodements, puis on va faire avancer notre cause? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est du complotisme de dire ça? Moi, déjà, le mot complotiste, je trouve qu'on en abuse. Franchement, c'est-à-dire,
quand on parle d'un projet politique organisé, qui est porté par des associations, qui est théorisé par des intellectuels, qui est porté aussi par des militants, il faut pas parler d'un complot, il faut parler d'un projet politique. Un projet politique qui cherche à avancer. Imagine, reformulons la question. Imagine des fédéralistes disent, là, on le voit, là, il y a des souverainistes là, qui veulent faire éclater le Canada. Là. Bon, effectivement, on pourrait le traiter de complotiste. Il n'y a pas une association centrale des souverainistes qui cherche à faire éclater le Canada. Mais est-ce qu'un mouvement politique au Québec cherche à séparer le Québec du Canada? Oui. C'est pas être complotiste que de dire qu'un mouvement politique cherche à avancer sa vision du monde et ses intérêts. Dans la logique de l'islamisme militant, c'est pas du complotisme que se constater que les frères musulmans et ceux qui les accompagnent ont leur vision des choses. Et là, Florence Bergeau-Blaclair distingue 3 mouvements. Elle dit, il y a le djihadisme. Le djihadisme, c'est la conquête du monde par la violence. Elle dit, il y a l'islamisme classique. C'est la conquête du monde par la politique. On le voit surtout dans le monde arabe. Elle dit, le djihadisme, pas le djihadisme, le frérisme, on appelle ça le frérisme, c'est autre chose. C'est une forme d'évangélisation. C'est une conquête par la société civile. C'est une conquête, autrement dit. Donc là, on va imposer des normes alimentaires. On va imposer le voile islamique ici. On va imposer des normes ici et dans de mille manières pour être capable d'islamiser la culture. Et ça, c'est une stratégie, dit Florence Bergeau-Blaclair, qui est efficace parce que nos sociétés, et ça c'est intéressant de le dire, nos sociétés, au nom du droit à la différence, au nom du multiculturalisme, au nom de l'ouverture, se sentent pas en droit de dire non à des revendications qui sont par ailleurs des revendications qui entraînent une perversion de nos principes, de nos règles, de notre vision, de notre civilisation. Donc, une instrumentalisation de la culture des droits au nom de l'islamisme. Tout le monde dit on large de l'islamisme. Donc, elle note pourquoi nos sociétés sont de plus en plus faibles devant cette offensive, parce qu'on ne sait plus comment y répondre, parce que nos propres droits se retournent contre nous. Et c'est perçu comment ce livre-là? Est-ce que, c'est-à-dire applaudi par la droite, dénoncé par la gauche, ou c'est moins binaire que ça? C'est un peu toujours comme ça. Non, mais regarde, la gauche étant ce qu'elle est, elle est décevante tout le temps. En fait, elle n'a même plus les moyens de nous décevoir parce qu'on n'a plus d'attente. Il y a eu, comme je te disais, il y a des conférences qui ont été annulées, il y a des menaces de mort. Donc là, elle est désormais sous protection policière. Incroyable. Elle a été défendue par des intellectuels de qualité qui sont portés à sa défense. Mais dans la presse de gauche, la tentative, c'est de la discréditer, c'est de la diffamer, c'est de la disqualifier. On remet en question ses compétences professionnelles, on remet en question sa maîtrise du sujet, on remet en question sa connaissance de la chose. Mais on n'explique pas pourquoi elle a tort. C'est-à-dire dont des esprits légers disent « Ah, vous savez, elle connaît pas ça vraiment. » OK, pourquoi? « Ah, tu le dis pas. » Alors là, c'est un peu agaçant. Par ailleurs, le livre devient un événement politique parce qu'il force chacun à se positionner par rapport à ça, vu la tentative d'interdiction de conférence. Par ailleurs, Florence Bergeau-Blaclair le disait, c'était assez troublant. Elle dit parler de l'islamisme dans l'université ou dans l'étude supérieure, c'est rendu dangereux. Donc, il y a de moins en moins de chercheurs qui s'intéressent à la chose parce que le prix à payer pour parler de ça est de plus en plus élevé. C'est pas un détail, ça. Et c'est parce que tu penses pour raciste, pour islamophobe. Écoute, il faut pas se cacher. Là, il y a eu des chercheurs qui ont fait des livres très sérieux sur ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. Il y a des coins en France où c'est une femme et tu te promènes en jupe, tu te fais harceler par des musulmans barbus qui veulent que tu restes à la maison. Tu te promènes là-bas et dans les cafés il n'y a que des hommes. Dans les librairies il n'y a que le Coran et tout ça, ça existe, ça, là. Non, bien sûr, les territoires perdus de la République, c'est un ouvrage de la direction de Georges Bensoussan, qui date il y a quelques années déjà, franchement, une vingtaine d'années. Puis au début, on dit, vision pessimiste, islamophobe, conspirationniste. 20 ans plus tard, l'expression territoire perdu de la République est rendue dans le vocabulaire ordinaire en France. Et quand je parle à Source News, souvent, je parle des territoires occupés par l'islamisme. Parce que là, c'est plus seulement perdu par la République. C'est des territoires qui ne sont plus culturellement français et qui sont occupés par une norme nouvelle, mentale, qui est celle de l'islamisme avec ses mœurs et tout ça. Et entre le moment où le livre a été publié il y a des années déjà et aujourd'hui, eh bien, les territoires ici, se sont multipliés.
Puis on voit pas de quelle manière, à court et moyen terme, il pourrait y en avoir moins. Et là, écoute, excellente nouvelle pour les frères musulmans, parce que leur porte-parole le plus visible, c'est Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, c'est un professeur, c'est un intellectuel, entre guillemets, c'est un prédicateur musulman, qui a été d'ailleurs déclaré une des personnes les plus importantes et les plus influentes par le Time Magazine, une des personnes les plus importantes au monde. Il y avait toutes sortes d'allégations et même d'accusations formelles d'agressions sexuelles qui pesaient contre lui. Plein de femmes qui ont témoigné comme quoi elles avaient été sauvagement, brutalement violé par ce gars-là. Il était en procès en Suisse pour viol et là, il a été déclaré non coupable. Ouais, alors c'est compliqué parce que en ces matières, les décisions de justice, notre premier réflexe, c'est de les respecter, même si elles nous déplaisent. C'est-à-dire, on se dit, bon, même si il y a quelque chose qui semble avoir échappé au juge, mais j'ai pas la prétention de me substituer à la justice, même si les articles que j'avais lus à ce sujet me semblaient très convaincants. Cela dit, Tariq Ramadan, figure, oui, du frérisme en Europe, assurément. Faut jamais oublier qu'il était considéré avec grand respect par plusieurs de nos intellectuels diversitaires chez nous, des chanteurs, des chantres des accommodements raisonnables et tout ça, eh bien, trouvaient que Tariq Ramadan, qui avait par exemple proposé, on s'en souvient, un moratoire sur la lapidation. Oui. Pas l'interdiction, un moratoire. C'est quand même, ça demeure pour moi assez pas mal. Il avait dit il faut mettre une pause sur la lapidation des femmes en France. En Afrique. En Afrique, ok. Le temps, oui, excuse-moi, le temps de réfléchir sur la question. C'est exceptionnel quand même. Et puis là, il nous disait, alors son argument, c'était oui, mais il faut tenir compte des sensibilités culturelles pour rendre possible une suspension progressive de la lapidation. Il n'en demeure pas moins que, pour peu que la raison ait ses droits, un moratoire sur la lapidation, c'est-à-dire on peut peut-être y revenir demain après le moratoire. C'est un peu lunaire. Puis pour qui avait lu ces livres, j'en avais lu quand même plusieurs. On était devant un intellectuel. Moi, je l'accorde le titre. Il faisait du travail qui était pas de mon goût, mais il théorisait une position qui était cohérente, à tout le moins. C'est une volonté d'instrumentaliser les principes des sociétés occidentales pour imposer les normes de l'islam tel qu'il se le représentait. Donc, c'était l'incarnation même de la tentative d'islamiser notre droit, notre culture et tout ça. Et Florence Bergeau-Blaclair nous dit dans son livre, notamment, que c'est au cœur de la stratégie du frérisme. Donc, non pas s'opposer frontalement à nos sociétés, mais détourner les principes qui les caractérisent. Donc, on n'est pas devant des gens qui disent renonçons à la liberté, au droit, à la laïcité. Non. On est pour la laïcité, mais notre vision de la laïcité. Notre laïcité, elle vient avec la burqa, puis le burkini, et ainsi de suite. On est pour l'ouverture. D'ailleurs, l'ouverture, au nom de ça, on vous demande de multiplier les menus d'exception pour les populations dites minoritaires parce qu'ils ne veulent pas s'intégrer culturellement à la société d'accueil. On est pour l'égalité des femmes, mais l'égalité, de notre point de vue, c'est une femme voilée parce qu'elle trouve sa noblesse et sa dignité dans le voile. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est quand même assez particulier. Heureusement, il y a une bonne nouvelle. Il y a une certaine gauche quand même qui est un peu allumée, là, puis qui s'inquiète de la montée de l'islamisme. Parce que moi, le premier livre que j'ai lu, très critique sur Tariq Ramadan, c'était Caroline Fourest. Ça s'intitulait Frère Tariq. Et elle avait même fait un documentaire contre Tariq Ramadan. Et Caroline Fourest, elle est à gauche, là, clairement à gauche. Il y a pas de doute là-dessus. Caroline Fourest représente bien, oui, cette gauche qui est opposée à l'islamisme, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, je suis plus sévère probablement que toi à son endroit, parce que je trouve que pour ça, elle a le droit de taper sur l'islamisme, elle sent le besoin d'en rajouter toujours une couche sur ce qu'elle appelle l'extrême droite, sans jamais la définir, tout en rentrant de plus en plus de gens dans cette catégorie. Et Caroline Fourest, je la trouve courageuse lorsqu'elle s'en prend à l'islamisme. Je ne la trouve pas convaincante lorsqu'elle s'intéresse à la politique intérieure en France. Elle utilise des... Puis ensuite, je vous rappelle, elle avait écrit un papier dans France-Tireur où elle avait dit entre les crimes de l'extrême gauche et les crimes de l'extrême droite sont pas de même nature. Les crimes de l'extrême gauche sont commis au nom d'une générosité humaine débordante. Les crimes de l'extrême droite au nom de la part sombre de l'humanité. J'ai pas envie d'être aussi généreux qu'elle à l'endroit de Marx, de Lénine, de Trotsky, de Staline, de Pol Pot, de Mao et ainsi de suite. Donc
mais bon, quoi qu'il en soit, elle mène un travail honorable, mais je confesse avoir des désaccords de fond avec elle, mais sur la question de l'islamisme, elle est très courageuse, il n'y a pas de doute. Oui, au moins là-dessus, saluons au moins son travail là-dessus, et c'était une des premières à justement attaquer de front Tariq Ramadan, qui, on le rappelle, a été déclaré non coupable de viol en Suisse. J'imagine que ça a beaucoup célébré dans le bled. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Votre journal est maintenant aussi disponible via l'application Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec. Actualité, dossiers d'enquête, chroniques d'opinion et bien plus. Retrouvez toutes les sections du journal sur votre mobile. Téléchargez l'application dès maintenant. Desjardins Entreprises accompagne 396 000 entrepreneurs partout au Québec. Et pendant que nos membres sont centrés sur leurs nombreux défis comme trouver des programmeurs pour développer mon logiciel, absorber la hausse du coût des matériaux, accueillir les travailleurs étrangers, moderniser toute la machinerie, valoriser nos déchets agricoles, aller chercher du capital pour propulser notre croissance. Desjardins Entreprises est centré sur une chose, les aider à relever tous ces défis avec brio. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, Mathieu, tu as volé à la rescousse de Bernard Drinville. Pourquoi? Alors, pour une raison toute simple, je trouve qu'en ce moment, chez plusieurs commentateurs, Drinville est un peu présenté comme si finalement, c'est le nouveau punching bag du gouvernement. Dans le premier mandat, c'était beaucoup Simon-Jolin Barrette, ça l'est encore un peu d'ailleurs, Pierre Fitzgibbon, qui était l'espèce de bonhomme sateur du gouvernement. Là, moi, j'ai appelé ça la Fitzgibbonophobie. Mais là, il y a des commentateurs qui se tournent contre Drinville pour plusieurs raisons qui me semblent mauvaises, et voilà pourquoi. Alors, la première chose qu'on ne pardonne pas à Bernard Drinville, puis ensuite je noterai plusieurs de ses défauts, mais ce qu'on lui pardonne pas me semble assez injuste. D'abord, ce qu'on ne pardonne pas à Bernard Drinville, ce qu'on lui a jamais pardonné, c'est la Charte des valeurs de 2013-2014. Hein, il y a eu la Charte de la laïcité grâce à la CAQ, mais sans la Charte des valeurs de Bernard Drinville, qui était par ailleurs plus ambitieuse que la Charte de la laïcité, Bernard Drinville qui avait décomplexé politiquement le nationalisme dit identitaire avec ça, en rappelant qu'il est légitime pour une société de poser ses normes, sa culture, et puis que la vocation des nouveaux arrivants, c'est de s'y intégrer, d'en prendre le pli. Eh bien, on ne lui a jamais pardonné ça chez ceux qui totémisent, qui dit le multiculturalisme, l'interculturalisme, la religion diversitaire. Et des années plus tard, il continue de lui en vouloir pour cela. Ils lui en veulent aussi, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est un moment assez important, c'était le débat sur les avis juridiques autour de la Charte. Et puis, on avait dit à Drinville, ah là là, il ne tient pas compte des avis juridiques de la Charte. Fondamentalement, la réponse de Drinville, c'était un instant, dire, en politique, on fait ce qui est nécessaire, et si le droit s'y oppose, ben, on modifie le droit n'est pas révélé, et les juges ne sont pas des grands prêtres, et une société se donne les lois dont elle a besoin, et ou les cadres, les chartes nécessaires. Puis si on se retrouve devant le droit qui dit c'est pas possible dans le cadre juridique présent, on peut le modifier. Et on n'a jamais pardonné à Drinville le fait qu'il donne un primat aux politiques plutôt qu'aux juridiques. On n'a jamais pardonné à Drinville non plus d'oser s'en prendre aux puissants. Alors les puissants de l'époque, c'était quoi? C'était justement les juges, l'establishment multiculturaliste. Les puissants d'aujourd'hui, puis ça je pense que c'est très important, c'est l'establishment des sciences de l'éducation, la pédagocratie des sciences de l'éducation et un peu du ministère, qui redoute de voir Drinville dire, un instant, moi, au nom du sens commun, d'une conception plus classique de la pédagogie et de l'excellence à l'école, je remets en question votre monopole sur la lecture de ce qui se passe à l'école et je vais restaurer les conditions d'une excellence scolaire dont vous ne fixerez pas seulement les critères. Donc, encore une fois, on est dans une société expertocratique. Donc, quelquefois, les experts, ce sont les juges. Là, les experts sont les pseudo-experts en sciences d'éducation. Puis Drinville se fonde à la fois sur le primat du politique et sur le sens commun, et je dirais par ailleurs les vertus bien comprises de la tradition, pour dire, je suis désolé, mais vous n'êtes pas parole d'évangile, et on va défendre ce qui doit être défendu, ou restaurer ce qui doit être défendu à l'école. Drinville aussi, on lui reproche, et ça c'est plus compliqué. Drinville ne parle pas comme un technocrate. Quelquefois, il surjoue
je pense qu'il surjoue le populo. Ah oui, beaucoup, là. Je n'aime pas sa manière. Pardon, je n'aime pas, excusez-moi, j'ai une mauvaise toux. Je n'aime pas sa manière de tutoyer tout le monde en toutes circonstances. Je n'aime pas sa manière, quelquefois, de jouer, comme je dis, de surjouer le populo. Il n'en demeure pas moins que surjouant le populo, il a au moins la vertu de pas parler comme un technocrate à la parole interchangeable. Moi, je n'en peux plus, je vois ça en France comme au Québec, de ces ministres qui parlent à la manière d'un communiqué rédigé par un communicant qui a pour fonction de mettre des phrases interchangeables sans contenu, sans saveur, sans odeur, sans substance, et il doit répéter ça simplement comme s'il était le visage politique d'un ministère. Et Bernard Drinville a le souci quand même de s'exprimer politiquement dans une langue qui n'est pas celle des technocrates. Il aurait tout avantage de se délivrer du pli populo qui l'amène à tutoyer tout le monde, d'ailleurs qui l'amène à faire de vraies gaffes. On l'a vu récemment sur des enseignantes, quand il a dit, comparant le salaire des enseignants et des députés. Là, moi, je suis persuadé que si à ce moment-là, lorsqu'il parle à Michel David, s'il avait vouvoyé Michel David plutôt que s'il l'avait tutoyé, il ne se serait pas permis un propos de comptoir, un propos de taverne. Mais tu sais, c'est comme, effectivement, on dirait que il veut faire comme, tu sais, Jean Garon, puis des anciens ministres comme ça, Guy Chevrette, tu sais, les ministres en bras de chemise, puis qui parlent là, comme sur un comptoir de taverne, effectivement. Oui, trop, c'est comme pas assez. Mais ça, tu vois, donc je suis parfaitement capable de le critiquer là-dessus. Mais inversement, quand je regarde tous les politiciens interchangeables à la parole neutralisée, Drinville, on lui pardonne pas non plus finalement de parler pour qu'on le comprenne. Ce qu'on pardonnait pas à Mario Dumont, soit dit en passant, rappelle-toi, on accusait Mario Dumont d'être populiste simplement parce qu'il parlait de manière à ce qu'on le comprenne et il parlait pas comme un fonctionnaire du ministère de l'Éducation. Donc, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est au-delà du cas de Drinville, parce que de Drinville, ensuite, il y a bien des choses qu'on pourrait lui reprocher, hein. Mais ce qu'on critique à travers Drinville, c'est donc la légitimité du nationalisme identitaire, le primat du politique sur le juridique, le primat du politique sur l'expertocratique, la capacité de se faire comprendre, puis à partir de ça, il y a une forme de d'acharnement de certains commentateurs contre lui qui ne peuvent s'empêcher de lui vomir dessus, de lui dégueuler dessus et d'en appeler même à son expulsion du Conseil des ministres. Ça, je l'entends de temps en temps. Et on le présente comme un boulet. Alors qu'à mon avis, malgré les défauts réels qui sont les siens, parmi ceux-là, on pourrait dire son rapport trouble à la question nationale. Alors moi, je ne crois pas un instant que Drinville ne soit plus un indépendantiste. Je pense qu'il a refoulé ses convictions. Je pense que lorsqu'on refoule ses convictions les plus profondes, on se mutile, on se fait mal, on se diminue. Je pense que Bernard Drinville sait au fond de lui-même qu'en matière de nationalisme, il n'est pas à la hauteur. Je pense qu'en matière de nationalisme, Bernard Drinville sait qu'il ne joue pas selon ses propres convictions. Je pense que ça lui fait mal. Mais une fois que tout cela est dit, dans le contexte présent d'acharnement anti-Drinville, je sentais le besoin de le défendre, tout comme je sens le besoin de défendre généralement ceux qui reçoivent la meute, qui ont la meute sur leur dos, et ou plus largement, les hommes politiques qui se contentent pas justement d'être des créatures interchangeables dans un ministère plat. Donc, j'ai en tête, en lisant ton texte, il faut sauver le soldat Drinville, parce que Drinville, c'est un soldat. Hein? Lui, là, à un moment donné, Pauline Marois, il dit, toi, tu vas aller porter le ballon de l'identité. Moi, je suis pas sûr. J'ai rencontré Bernard Drinville parce qu'il rencontrait des gens avant d'accoucher de la charte. Et je suis une des personnes qu'il a rencontré. J'ai discuté avec. J'étais pas sûr qu'il y avait vraiment ça à cœur. Moi, j'avais l'impression que c'était un soldat. Il était en mission. On lui a donné ça. Bon, il a accouché de la charte. Même chose avec le troisième lien. On l'a vu cheveux au vent près du fleuve en disant le troisième lien, je m'en fous des GES. Puis le bon soldat qui est allé vraiment à la guerre. Et là, lui, il est allé au front défendre le troisième lien. Et finalement, alors que son général qui l'a envoyé défendre le troisième lien a viré capot totalement et l'a laissé, lui, au front. Et il a trouvé ça dur, Bernard Drinville. Oui, alors ça, je suis d'accord. Sur le troisième lien, mais comme bien des gens, il s'est fait avoir finalement. Mais on lui prête une citation qu'il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit, je me fous des gaz à effet de serre. Il a dit, puisque le parc automobile sera désormais un parc de voitures électriques, laissez-moi tranquille avec les gaz à effet de serre. Donc, la phrase complète est pas exactement celle qu'on lui prête.
Mais non, ça, je suis d'accord sur le troisième lien. En fait, il s'est abîmé par fidélité partisane. Mais pouvait-il le faire autrement? La CAQ, comme je dis, le drame de la CAQ, c'est qu'on n'est pas... Tu sais, finalement, le PQ, c'était le parti du troisième référendum. La CAQ, c'est le parti du troisième lien. Hein, de ce point de vue, il y a une forme de chute ontologique dans l'histoire politique récente du Québec. Mais, cela dit, en politique, quelquefois, on défend des choses, puis c'est une des raisons probablement pour lesquelles j'en ferai pas, je pense jamais en faire, puis toi non plus. En politique, il faut défendre des choses auxquelles on croit pas. En politique, on n'est jamais complètement d'accord avec le programme de son parti, et moi, je suis de ceux qui croient que Drainville, en gros, c'est quoi son calcul? Il s'est dit, je sens l'appel de la chose publique, je veux faire de la politique pour servir le Québec. Le Parti québécois est mort, c'est ce qu'il se disait. Le nationalisme, aujourd'hui, le souverainisme est dans un cul-de-sac, l'autonomisme est la voie de l'avenir. Bon, pour politiquement court terme, je vais aller là-dedans, puis je vais représenter le pôle nationaliste à la CAQ. Et là, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Le pauvre Drainville, ça, c'est compliqué. Parce que il a dû acheter un programme qui n'était pas nécessairement le sien. Il en a payé le prix politiquement. Sur la question de la souveraineté, il voit aujourd'hui, j'en suis convaincu, la question nationale reprendre forme. Et il me semble que Bernard Drainville va demain, je l'imagine dans un débat expliquer qu'il faut s'opposer à la souveraineté, ou que c'est absurde, c'est inimaginable. Mais cela dit, il est dans une coalition qui l'oblige à faire des choix qui ne sont pas nécessairement les siens. Et sur la question de l'éducation, c'est son dossier en ce moment, mais franchement, moi je suis d'accord avec lui. Sur la question de l'éducation, on peut avoir des désaccords mineurs, mais il a une lecture de fond qui me semble adéquate de l'école, puis les premiers à s'en rendre compte, ce sont les pseudo-spécialistes en sciences de l'éducation qui font des lettres contre lui pour dénoncer l'excellence, puis le mérite, et puis les notes, et puis la grammaire, pas loin de la dictée, et puis ces gens-là qui rêvent de faire de l'école le laboratoire de la société inclusive et égalitaire. Drainville, à sa manière, lui, a une conception d'école plus classique, et de ce point de vue, c'est l'héritier politique de Jean Garon à l'éducation. Et moi, j'aime bien ça, quand avec son idée là, d'institut de l'excellence en éducation, en disant, ben là, il y a toutes sortes de méthodes qui sont utilisées. On va aller voir objectivement, scientifiquement, quelle méthode fonctionne et quelle méthode ne fonctionne pas, et quelle méthode relève de l'idéologie et quelle méthode relève de la pédagogie aussi. C'est important, ça. Ah ben ça, et ça, c'est très important parce que, tu vois, ça, c'est un des drames aujourd'hui, c'est que l'université est tellement, je dirais, déréglée mentalement qu'elle produit beaucoup de faux savoirs. Je veux dire, franchement, quand on regarde ce qui se passe dans les départements, je parle même pas des machins genre instituts de recherche, je sais pas, néo-féministes et tout ça, mais en sociologie, département que je connais un peu, les départements, domaine que je connais un peu, en Sciences Po, il y a beaucoup de savoirs qui purement idéologique, il faut se le dire. Beaucoup de gens qui, tu sais, ils portent leur diplôme à la boutonnière, là, puis ils peuvent pas s'empêcher de se prendre pour des savants. Ce sont des idéologues de la pire espèce, et c'est aussi vrai, sinon encore plus vrai en sciences d'éducation. Donc, que fait Drainville? Il dit, je vais créer une structure parallèle qui va être capable de se délivrer de ces contraintes idéologiques, puis qui va permettre d'aller directement à la rencontre des faits. Mais moi, je pense que ça, c'est vrai, là, mais pas juste dans l'éducation. Rappelle-toi le Parti québécois de 2012 à 2014, quand il a pris le pouvoir, c'est Pierre Duchesne, qui était ministre de l'Éducation, je crois, de l'enseignement supérieur, qui avait proposé de faire des chaires d'études sur le Québec, parce que le sujet de Québec, l'objet Québec était abandonné par l'université, ou alors il était complètement idéologisé. Et puis là, il dit, on va faire des chaires d'études qui vont permettre de reconstruire sur le plan des études supérieures l'objet Québec. Ben, je pense que, donc, en histoire nationale, puis en géographie, puis ainsi de suite, Drainville, en matière d'éducation, qui est son domaine en ce moment, on va créer un institut qui sera pas dominé par les néo-pédagogistes un peu fous, et puis qui va être un endroit où on va pouvoir vraiment prendre au sérieux la question de l'école. Je pense qu'il a la bonne méthode en ces matières, puis encore une fois, ça fait graisser, ça fait hurler. Drainville, ça veut dire, je pense que c'est le bon côté de la charte des valeurs pour lui. Ça lui a montré qu'il était capable de tenir tête lorsqu'il y a un feu ennemi soutenu, et puis il peut s'en sortir. Donc, encore une fois, on peut faire toutes les critiques qu'on veut du bonhomme, mais je trouve que les critiques qui lui sont adressées depuis quelques semaines, quelques mois, mais quelques semaines surtout, sont profondément injustes. Et en terminant, est-ce que tu penses vraiment que sa place au Conseil des ministres, elle est fragilisée? Moi, je pense que s'il y en a un qui doit sauter, c'est peut-être plus Éric Kerr, qui doit avoir peur, plus Éric Kerr que Bernard Drainville. Oui, ça m'apparaît assez évident. Il y a deux choses. Je pense pas que sa place est fragilisée au Conseil des ministres. Je pense, cela dit, l'acharnement de certains commentateurs fait en sorte qu'il y a un sujet de Drainville qui ne s'éteint pas dans la vie publique. Le sujet de Drainville toujours revient. Le sujet de Drainville, genre Drainville le gaffeur, Drainville le ci, Drainville le ça, donc on peut le dire par ailleurs une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais l'acharnement de certains fait en sorte que
ça demeure, c'est comme si on cherchait à le transformer en caricature. Et puis à le transformer en boulet. Puis en politique, puisque le commentaire, quoi qu'on en dise, le commentariat façonne encore le débat public, j'ai l'impression que ça fragilise une action qui est par ailleurs légitime sur la question justement de l'Institut d'excellence scolaire. Mais des fois, il est lui-même sa propre caricature. Là. Trop, c'est comme pas assez, comme on dit. Il y en met plus que le client demande des fois. Ah oui, mais je reviens, l'entretien au devoir avec Michel David, quand il se met à tutoyer, comme là, fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Bernard, on va se tutoyer si on dîne, si on soupe, si on se rencontre en privé, mais dès lors qu'il y a une caméra qui est ouverte, dès lors qu'il y a un micro qui est ouvert, quand tu es ministre, tu vous vois et tu ne tutoies pas. Mais ça, j'ai l'impression que... J'espère qu'il aura retenu la leçon de ce point de vue. D'ailleurs, à tous les hommes politiques, je les invite à se vouvoyer publiquement, en privé, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et le vouvoiement public, je pense que c'est la règle quand on est en politique. Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Bock-Côté, et on se reparle demain. Au plaisir de vous. Votre journal est maintenant aussi disponible via l'application Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec. Actualité, dossiers d'enquête, chroniques d'opinion et bien plus. Retrouvez toutes les sections du journal sur votre mobile. Téléchargez l'application dès maintenant. Tourisme Bas-Saint-Laurent vous invite à découvrir la région cet été. Au Bas-Saint-Laurent, le fleuve devient la mer, l'air salé emplit vos poumons et les couchers de soleil sont parmi les plus beaux au monde. Planifiez votre séjour sur bassaintlaurent.ca. Bas-Saint-Laurent, prendre le temps de vivre. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Mathieu, c'était le congrès du Bloc ce week-end. On a demandé tous les pouvoirs en matière d'immigration à Ottawa. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 2 résolutions qui ont été battues, finalement, 2 résolutions qui proposaient d'écrire dans le programme du Bloc québécois, lorsqu'une nation n'a pas tous les pouvoirs en matière d'immigration, cette situation représente un obstacle pour la cohésion sociale. On a refusé ces motions-là en disant, premièrement, c'est pas le temps, on veut pas lier l'immigration à un problème. OK, l'immigration n'est peut-être pas un problème, mais l'immigration massive peut être un problème. Ben ouais, je dirais, moi j'irais plus loin que toi. L'immigration massive est un problème pour moi. Pas peut-être, est un problème parce qu'elle vient déstabiliser démographiquement, culturellement, socialement et identitairement, si vous me permettez ce mot, et même politiquement une société. Donc ça, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et ce qui s'est passé au Bloc, c'est, je dirais, il y a une double frayeur. La première, c'est lié, on le sait, quand François Legault a parlé de cohésion nationale, tout ça, là, le commentariat s'est jeté sur lui en disant « Comment osez-vous? C'est inacceptable, c'est scandaleux. » Et on a transformé, puis ça, c'est le véritable pouvoir culturel au sens idéologique dans nos sociétés, c'est la capacité à décréter ce qui est un scandale puis ce qui ne l'est pas. Et là, on a décidé de traiter les déclarations de François Legault en matière d'immigration comme des scandales. Et puisque les hommes politiques, en général, se regardent entre eux et veulent à tout prix éviter de voir les médias leur tomber dessus, il y a donc se disent, on fuit ce mot, et puis on parlera pas de cohésion sociale, de cohésion nationale, en espérant par là, justement, éviter que le troupeau médiatique leur tombe dessus. Il y a un autre élément là-dedans qui n'est pas sans lien avec, on pourrait dire, les travers du souverainisme progressiste. Alors, ce souverainisme, j'entends pas par là le progressisme au sens historique jusqu'à 95, mais le souverainisme post-1995, j'ai consacré mon premier livre à cette question-là, une bonne partie du deuxième, en 2007 et 2012, c'est un souverainisme qui veut montrer patte blanche en matière, justement, de tout ce qui touche à l'idéologie diversitaire. Donc, il a toujours peur de se faire traiter de raciste, de xénophobe, de fermé. Et puis, quelquefois, on trouve aussi chez ces souverainistes-là des gens tendance QS, parce qu'à l'époque, tous ces gens étaient dans le même parti, mais ensuite, la tendance QS, qui est présente quand même un peu au Bloc, pas beaucoup, hein, mais un peu quand même, qui consiste à finalement toujours avoir cette idée que la souveraineté ne devrait pas être nationale ou identitaire, elle doit être social-démocrate, social-progressiste, et ainsi de suite. Et pour eux, penser que l'immigration puisse être un problème, eh bien, c'est déjà une forme on heurte un tabou idéologique, puis ils sont pris de frayeur devant cela. Le problème, c'est que lorsque le Bloc décide de commenter, d'agir ici, il refuse de nommer une réalité toute simple. C'est qu'objectivement,
Une nation, prenons le cas de Roxham, mais pas seulement, prenons le cas du regroupement familial, prenons le cas de l'immigration anglophone. Une nation, le Québec, ne contrôle pas son immigration. Mais qu'est-ce que ça faisait avec Roxham? Ça se fait des problèmes à Montréal, qu'on va le voir encore plus cet été, des problèmes de tension qui peuvent être des tensions qui peuvent être assez réelles. Ça fait des problèmes de logement, ça fait des problèmes dans le système scolaire. Pour la langue, ça fait des problèmes d'anglicisation. Et tout ça fragilise la cohésion nationale. Mais puisque l'empire du politiquement correct domine toujours, même si de temps en temps il lui arrive de recevoir un coup de canif, eh bien l'empire du politiquement correct a ramené les bloquistes à l'ordre en leur disant n'allez pas trop loin les enfants. C'est ça, ils ont dit c'est pas le temps d'associer immigration à problème. Pourtant, écoute, j'ai lu moi il y a quelque temps dans l'actualité un texte de Pierre Fortin, l'économiste Pierre Fortin, puis on s'entend, Pierre Fortin, c'est pas quelqu'un d'extrême droite là, absolument pas. Et il disait, Pierre Fortin, que ça peut miner, qu'on observe une malheureuse évolution des choses en Europe et aux États-Unis. Les recherches sur le terrain ont décisivement montré que l'introduction trop rapide de l'immigration et de la diversité ethnoculturelle dans une communauté tend naturellement à réduire les relations de confiance, le degré d'altruisme, l'intérêt à coopérer et la cohésion sociale. Lui-même dit ça, Pierre Fortin. C'est les travaux de Robert Putnam. Hein. C'est-à-dire, c'est des travaux qui ont, mon Dieu, c'est Paris, autour de 2007-2008, je te dirais, ou 2008-2009, non, 2007-2008, de mémoire, dans la revue, c'est en anglais, mais revue scandinave de sciences politiques, Robert Putnam, un grand sociologue, a fait une étude pour... lui-même, il n'est pas particulièrement, c'est pas un méchant conservateur identitaire, puis il constatait que le degré de confiance dans une société croît, le degré de défiance croît et le degré de confiance s'affaiblit lorsque la société devient trop hétérogène sous le coup de l'immigration, une immigration massive, une immigration qui ne s'intègre pas. Donc, il l'avait documenté, et je me souviens qu'à l'époque, de mémoire, un philosophe, je ne le mentionnerai pas son nom parce que j'ai peur de me tromper dans la description de sa pensée, mais en gros, c'est ça, disait, il faut se méfier des recherches en sciences sociales parce que ça vient fragiliser nos principes philosophiques. Bon. Et quoi qu'il en soit, donc, on le sait. J'ajouterais qu'il suffit de regarder ce que devient l'Europe depuis 40 ans. Bon, on le sait. C'est factuel. C'est à la fois empirique, ça relève du sens commun et c'est documenté. Bon. Mais le propre de l'empire du politiquement correct, pour reprendre cette formule que j'affectionne, c'est de considérer que les faits qui viennent troubler le récit de la diversité heureuse n'ont pas leur place dans l'espace public, ne doivent pas être mentionnés d'une manière ou de l'autre. Et il y a cette espèce de tabou qui demeure autour de l'immigration, c'est-à-dire que c'est une réalité, et on nous dit toujours, ça ne peut être qu'un enrichissement, ça ne peut être qu'une chance. C'est pas vrai. Ça peut l'être dans certaines circonstances, mais ça peut ne pas l'être dans d'autres. Puis l'immigration massive peut être toujours un problème. Et là, moi, je vois ça. Mais chez nos amis du Bloc, j'estime qu'ils font un travail honorable. Sur cette question-là, j'ai l'impression qu'ils ont eu un réflexe de pétochard. Mais en même temps, est-ce que tu peux comprendre leur pragmatisme en disant c'est pas le temps, là, tu sais, parce que là, il y a tout un mouvement, il y a toute une vague qui dit la moindre critique de l'immigration, c'est une fermeture. Si en plus on écrit dans le programme du parti qu'une immigration massive peut menacer la cohésion sociale, ben là, on ouvre la porte à toutes ces attaques-là, là. L'affaire, c'est que c'est des attaques vont venir quand même. Je veux dire, ils s'attendent à quoi, là? Et puis encore une fois, j'en fais pas de question d'indignation. Je dis que dès qu'on parle d'immigration, autrement que dans le registre laudatif de la diversité heureuse, on va avoir inévitablement les chroniqueurs de la presse, les analystes objectifs de Radio-Canada, les universitaires patentés qui sont sur le mode de le penser le Québec autrement, hein, le lobby des inclusifs, tous ces gens-là, dès qu'on touche ce dogme-là, sont scandalisés. Donc, en ces matières, j'aurais tendance à dire de manière amusée à mes amis du Bloc et d'ailleurs, quand vous voulez en parler, n'hésitez pas à parler franchement, à aller jusqu'au bout de vos idées, si vos idées se rendent jusque-là, parce qu'on va vous traiter de tout et non d'une manière ou de l'autre. Aussi bien rentabiliser les insultes qui vont vous tomber dessus, pour le dire ainsi, parce que dès que vous allez franchir un petit peu la ligne, là, on va vous crier des noms, on va vous dire extrême droite, grand remplacement, fermeture, xénophobie, vous allez avoir une chronique dans le journal Métro qui va vous insulter. Mais je vous dirais, c'est pas grave, surtout qu'on est dans un contexte où
la question de l'immigration massive va structurer profondément le conflit Canada-Québec dans les prochaines années et risque de conduire à une accélération historique vers un référendum. Parce qu'on constate que là, on est pris désormais dans une machine qui va nous broyer. Bon, mais quand on le voit, quand on le sait, on se fiche finalement de savoir que tel analyste objectif qui travaille pour Radio-Canada et qui n'a aucune opinion et qui analyse toujours de manière très neutre va nous dire que c'est inacceptable. On s'en fiche et on mène sa barque. Est-ce qu'on est en retard au Canada? C'est-à-dire que tu l'as dit toi-même à quelques reprises dans nos discussions, Mathieu, en France, à un moment donné, la question de l'immigration, c'était effectivement le monopole de la droite qui en parlait. De plus en plus, même des gens de gauche maintenant ont commencé à allumer en disant, ben là, écoute, et c'est vrai qu'une immigration massive, ça cause des problèmes sociaux et il va falloir s'en occuper. Est-ce que, bon, ici, c'est encore très gauche-droite. Est-ce que tu penses qu'on va avoir une gauche qui va allumer un peu comme en France? Non. Ça dépend. Au Canada anglais, non. Au Canada anglais, ils sont pris là-dedans. Ils sont emportés dans une lubie, puis je les vois pas en sortir. Au Québec, qui est parmi nos hommes politiques le plus courageux en matière d'immigration, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui, à ce que j'en sais, n'est pas un homme de droite ou un conservateur. Je dis cela, je m'excuse aux gens du cabinet du premier ministre qui considèrent que quand on dit du bien de Paul Saint-Pierre Plamondon, on est le porte-voix du Parti québécois. C'est pas le cas, les gars. Je dis souvent du bien des gens de la CAQ aussi, et je suis pas un porte-voix des caquistes à ce moment-là non plus. On est simplement capable de distribuer les bons et les mauvais points aux gens sans avoir une carte de membre pour autant. Parenthèse fermée, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon a une vision assez scandinave là-dessus, assez proche du Danemark. D'ailleurs, c'est un pays qu'il connaît bien, il parle la langue. Aujourd'hui, c'est quoi le pays en Europe qui représente les politiques les plus audacieuses en matière d'immigration? C'est le Danemark. Le Danemark est une social-démocratie historique qui est commandée aujourd'hui par un parti social-démocrate et ils vont beaucoup plus loin que bien des pays dits de droite, entre guillemets. Au Québec, je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon est à peu près celui qui va le plus loin. Et François Legault a une rhétorique plus ferme que Paul Saint-Pierre Plamondon, mais une politique plus molle. Alors, ce qu'il faudrait accoupler intellectuellement et politiquement, c'est la rhétorique de François Legault qui parle de louisianisation, puis de suicide pour la nation, puis Paul Saint-Pierre Plamondon qui, sur ces questions-là, sous le signe des politiques publiques, mais sans nécessairement formuler ça de manière sur le mode de la menace existentielle alors que ça peut l'être, eh bien, les deux s'emboîtent pour faire un bon diagnostic sur la situation. Quant à la gauche QS, il n'y a pas de chance. Moi, je donne toujours le même exemple. Là. Imaginez un type là, qui est pour des impôts à 88%. Il est pour la GPA. Il est écologiste au possible. Il est contre les voitures à essence. Il voudrait qu'on se promène tous en trottinette électrique. Il fait la liste de tous les traits du progressiste exemplaire. Mais il considère qu'il faut ramener l'immigration à 20 000 par année. Ce type-là sera considéré comme un type d'extrême droite. Parce que pour la gauche, l'adhésion à l'immigration massive est le critère qui définit ce que veut dire être à gauche. Donc pour la gauche radicale, tout le monde pour la gauche QS, pour une partie du commentariat, si vous n'êtes pas pour l'immigration massive, vous n'êtes pas de gauche. Donc ça, mais je dirais que c'est le problème des gens de gauche entre eux. Moi, étant étranger au clivage gauche-droite, me fichant éperdument de savoir où je me situe sur l'axe gauche-droite, je constate qu'on soudainement prend un grand bol d'air quand on n'a pas approuvé qu'on est de gauche régulièrement, puis de ce point de vue, ensuite, qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans leur cas. Ben écoute, en terminant, je prends le ballon au bon. Est-ce que le Bloc est un parti de gauche? Ben, il l'a été, depuis Gilles Duceppe, il l'a été. Je pense que oui. C'est un parti de gauche, centre-gauche. En fait, c'est parce qu'à l'origine, au temps de Lucien Bouchard, c'est vraiment une coalition. Sous Gilles Duceppe, ça devient un parti plus à gauche, clairement. Ensuite, le Bloc a évolué, c'est devenu un parti indépendantiste militant, beaucoup plus ferme sous Mario Beaulieu et ainsi de suite, beaucoup plus militant, à l'ancienne, pur et dur, comme on dit quelquefois. Ensuite, c'est devenu un parti nationaliste autonomiste avec une composante souverainiste sous Blanchette au début. Et là, aujourd'hui, il se renoue avec l'indépendance. Et à travers cela, je pense que le Bloc se veut quand même partie de coalition. Mais oui, il y a une tendance social-démocrate au Bloc, il y a une tendance de gauche au Bloc, qui me semble indéniable. Mais l'élément qui prédomine, c'est l'élément nationaliste. Mais oui, il y a une tendance de gauche au Bloc, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que ça fait partie du logiciel du parti depuis, bon Dieu, plus de 20 ans. Ça changera pas.
mais pendant longtemps, le Bloc, c'était contradictoire. Quand il était très à gauche, c'était même presque multiculti. Maintenant, je pense que le Bloc s'est dérobé de la tentation multiculturaliste. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Bonne journée. Renouvelle. Votre journal est maintenant aussi disponible via l'application Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec. Actualité, dossiers d'enquête, chroniques d'opinion et bien plus. Retrouvez toutes les sections du journal sur votre mobile. Téléchargez l'application dès maintenant. Cet été, optez pour un Internet capable de servir tout le monde. De la famille jusqu'aux amis des amis. L'Internet 1 giga illimité est offert à 75$ par mois. Seulement chez Vidéotron. Certaines conditions s'appliquent. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Mathieu, il y a quelques mois, lors de la dernière campagne provinciale, François Legault nous a regardé dans les yeux très sérieusement et a dit « L'heure est grave. Si on reçoit 50 000 immigrants au Québec, ça va mettre en danger la survie du français. » Et là, soudainement, il n'y a pas de problème. Est-ce que Mathieu est là? Est-ce qu'il nous écoute? Non, on a perdu le fil avec Mathieu Bock-Côté. On va tenter de le retrouver. Alors, moi, j'en reviens pas de cette affaire-là. J'en parlais tantôt avec Jean-François Lisée et Thomas Mulcair. Il y a quelques mois, il nous regardait dans les yeux et il dit, c'est impossible. On peut pas recevoir plus de 50 000 immigrants. Ça n'a pas de sens. Ça va mettre en danger la survie même du français. On va devenir comme la Louisiane. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut arrêter ça. Et là, alors qu'il n'y a pas eu de changement, on n'a pas davantage de pouvoir d'Ottawa, là, il dit, ah non, on peut recevoir jusqu'à 60 000, il n'y a aucun problème. Donc, lorsqu'il disait que l'heure était grave et c'était épouvantable, il nous mentait. Il nous mentait parce qu'il n'y a rien qui est changé exactement. Donc, pourquoi il était si alarmiste? Mais parce que c'était une campagne électorale. Puis il devait faire peur aux gens en disant, regardez, nous, on va défendre le Québec. On va se battre bec et ongle pour pas qu'il y ait 50 000 immigrants. On vous le jure, votez pour nous, là. Puis on va être le garde-fou contre une immigration massive. Et là, une fois qu'il est aux commandes, ah non, savez-vous quoi? Ben non, on a des pouvoirs, puis on peut maintenant franciser les immigrants, et puis il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mathieu? Je pense que la parole de François Legault est en train de s'émousser. Je pense que la capacité de croire en ce que dit François Legault est en train de s'effondrer. Je pense que François Legault dit une chose et fait le contraire, et je pense que c'est troublant pour tous ceux qui, même s'ils ne votaient pas pour lui, voyaient chez François Legault un leader nationaliste qui avait à cœur la défense non seulement des intérêts du Québec, mais de l'identité québécoise, de la culture québécoise, de la majorité historique francophone. La décision de porter à 60 000 probablement, et peut-être même à 70 000 dans les faits, sans tenir compte des travailleurs temporaires. Mais si 50 000 c'était suicidaire pour François Legault, j'aimerais qu'il me dise qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Et je veux bien croire, comme je l'entends ici et là, que c'est essentiellement à cause de Mme Fréchette qui se comporte comme une forme de ministre je dirais ultra-immigrationniste dans un gouvernement qui se voudrait plus nationaliste, et que Mme Fréchette est une mauvaise ministre, ce dont je ne doute pas, qui a des priorités idéologiques qui cadrent davantage avec le Parti libéral du Canada qu'avec un parti nationaliste québécois. Il n'en demeure pas moins que François Legault accepte cela et qu'il ne se surprenne pas si demain l'appui au Parti québécois monte à 25, 26, 27%, ce ne sera pas parce que quelques chroniqueurs sont indépendantistes dans l'espace public, qui auraient une capacité de manipuler l'opinion. C'est parce qu'il est à ce point décevant pour les nationalistes que sa parole s'est effritée, la valeur de sa parole s'est effondrée, et on se retrouve aujourd'hui avec un gouvernement qui, dans les faits, sur la question de l'immigration, agit un peu comme les libéraux, avec 2-3 nuances de bleu. Est-ce qu'il nous mentait quand il disait que ça serait dangereux pour le Québec d'avoir 50 000 immigrants? En fait, je pense qu'on est devant la classe politique est peut-être différente généralement à la vérité et au mensonge. Hein. Ils disent ce qui leur semble utile dans un temps donné pour ce qu'ils croient utile pour soit leur réélection, soit les sondages. Puis par ailleurs, on peut supposer qu'ils ont des convictions. Mais là, il y a quand même des limites à dire une chose et son contraire. Il y a quand même des limites à dire une chose et son contraire. Et François Legault, je le dis avec tristesse, vient de franchir ces limites. C'est quoi l'idée là? Est-ce que François Legault est conscient que tout ça, d'ailleurs, en passant,
À 60 000 immigrés par année, là, est-ce qu'on peut savoir pendant combien de temps on va avoir besoin de 60 000 immigrés par année pour combler les besoins de la pénurie de main-d'œuvre? Ou finalement, c'est 60 000 permanents, parce que ce qui se rend compte, c'est que les 60 000, la fameuse pénurie de main-d'œuvre, c'est quand on fait venir des gens, mais ces gens-là ont des besoins, ont des priorités, ont des besoins économiques et sociaux, ce qui fait qu'on doit faire venir plus d'immigrés pour répondre aux besoins générés par les populations issues de l'immigration. Donc, à un moment donné, c'est un mouvement sans fin. C'est absurde. Puis on le voit avec la pression faite sur le logement, on l'a dit, la pression faite sur les écoles, la pression dans le système de santé. On nous dit souvent que le système de santé s'effondrerait si c'était pas des populations issues de l'immigration. Il faut juste nuancer une chose, c'est que la population nouvelle qui aussi consomme, les clients nouveaux du système de santé, sont aussi issus de l'immigration pour l'essentiel. Donc là, on est dans cette espèce de moment très particulier de notre époque, de notre histoire, dis-je, où on a perdu le contact avec la réalité en matière d'immigration. Il ne s'agit pas de fermer les portes pour de bon, il ne s'agit pas de fermer les portes complètement, il ne s'agit pas de fermer les portes à l'immigration spécialisée dans certains domaines particuliers. Il s'agit simplement de dire que l'immigration massive n'est pas compatible avec la survie de la nation québécoise, et François Legault fait le choix de l'immigration massive. Mais tu sais, là, il dit on a besoin d'avoir davantage de pouvoir d'Ottawa pour mieux gérer cette immigration-là. Et là, il nous dit finalement, ben là, pas besoin, non, on avait déjà les outils qui nous permettent de franciser ceux qui arrivent. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est rire de nous, parce que on nous dit qu'on a besoin de tous les pouvoirs. Quand Ottawa dit on vous donne pas tous les pouvoirs, mais plutôt que de dire, bon, ben, on en avait besoin de tous les pouvoirs, Ottawa nous les donne pas. Donc, ça implique qu'on entre dans une logique de conflit ou de rupture. On préfère ramener à la baisse nos attentes pour être capable de continuer d'évoluer dans le cadre du choix fédéraliste, ou à tout le moins du choix du Canada, fait par François Legault. Donc là, ça marche pas vraiment, parce qu'il pourrait dire, on a besoin de tous les pouvoirs, vous nous les donnez pas, on entre en conflit avec vous, on va vous forcer à nous les donner. Mais non, ils ne le font pas. Donc finalement, le Québec ramène toujours à la baisse ses exigences, toujours à la baisse la lecture de ses intérêts, toujours à la baisse ce dont il a besoin pour ne pas oser la moindre confrontation avec le régime canadien. Donc de ce point de vue, encore une fois, François Legault, même s'il parle comme un nationaliste, a intériorisé la pratique politique de Jean Charest. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Je le dis avec tristesse parce que c'est un homme que j'estime, c'est un homme qui, je crois, aime le Québec, mais c'est un homme dont la pensée politique en ce moment se dérègle et il ne sait pas quoi faire et il est en train de mener une politique qui est contraire probablement à ses convictions les plus profondes. Et si tel n'est pas le cas, il se peut aussi qu'ils se disent que sa responsabilité, c'est d'assurer la transition du Québec vers un nouveau Québec, qui serait plus vraiment celui qu'on a connu depuis 400 ans, qu'il faut l'accepter avec tristesse, mélancolie peut-être, mais c'est ainsi. Mais je ne suis pas de cette école. Je pense que le Québec a un droit à la continuité historique et ceux qui plaident pour des immigrations aussi irresponsables nient le droit du Québec à la continuité historique. Mathieu, on dit souvent que la CAQ, il y a deux ailes. Hein, il y a l'aile nationaliste, souverainiste, une aile fédéraliste, mais il y a aussi deux, tu sais, on peut voir ça d'une autre façon. Il y a une aile identitaire et il y a une aile économique. Et là, je pense que l'aile économique, là, c'est le côté Fitzgibbon qui a pris en disant, c'est-à-dire que toute notre politique d'immigration vont être arrimées aux besoins puis aux demandes de l'économie du Québec. C'est ça? Oui, en tout, puis moi, je dirais, c'est pas une aile économique, c'est une aile affairiste et patronale. C'est pas la même affaire. Alors, toutes les études à peu près sérieuses nous disent l'immigration massive n'augmente pas la richesse d'un pays. L'immigration massive ne rajeunit pas, soit dit en passant, la structure d'âge d'une population. Donc, ça sert quoi? Ça sert les intérêts des secteurs de l'économie qui ont besoin de cheap labor ou qui ont besoin d'une augmentation de la taille du marché québécois en tant que tel parce qu'ils sont pas capables de s'internationaliser de manière ou de l'autre. Mais essentiellement, c'est pas l'économie québécoise qui a besoin d'immigration. C'est les entreprises qui sont pas capables de se moderniser, qui sont pas capables de faire des gains de productivité, qui ne peuvent fonctionner qu'avec des emplois à bas salaire et qui font venir finalement des travailleurs mal payés d'étrangers parce qu'ils sont pas capables de payer correctement les travailleurs d'ici. Je sais pas à quel moment dans l'histoire on a dit que ces gens-là avaient une grande compétence économique. Jean-François Lisée disait, moi à l'époque, lorsque j'étais chef du PQ, on disait justement qu'il fallait, déjà là, avant que les gens arrivent ici, leur demander des exigences minimales en français, on le demandait, François Legault voulait rien savoir, et là, on vient d'allumer, puis il dit, ben regarde, c'est vrai que c'est une bonne idée, on va le faire, mais pourquoi pendant tout ce temps-là, il se braquait puis il résistait à ça? Puis, bien franchement, ça va plus loin. Hein. C'est-à-dire que le Québec, c'est pas simplement une langue française désincarnée. Là. Moi, ça commence à me taper sur les rognons un peu, cette affaire-là.
Déjà que les Québécois dits de souche, entre guillemets, sont emportés par une tendance à l'anglicisation. Les immigrés francophones ont tendance à s'angliciser et à préférer, quoi qu'on en dise, le référent national canadien au référent national québécois ou le référent montréalais au référent québécois. C'est comme ça, je m'en désole, je vois très autre chose. Et donc là, l'intégration fonctionne pas. La pression continentale, montréalaise, canadienne, pousse vers l'anglais. Donc là, c'est bien qu'on rajoute qu'on veut des immigrés francophones, c'est très bien, c'est déjà ça de prix, mais dans les faits, c'est une illusion de maîtrise de la chose, c'est une illusion de contrôle de l'intégration. Dans les faits, même nos immigrants dits francophones vont basculer très probablement vers l'anglais et assurément vers la logique multiculturaliste canadienne. Pourquoi? Parce que le cadre québécois n'est pas pour l'instant assez fort pour être capable de les digérer, de les intégrer, de faire en sorte finalement qu'ils embrassent la condition québécoise pleinement en rejoignant la majorité historique francophone. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ça fonctionne pas du tout. Il y a toujours des exemples individuels qui fait le choix du Québec. Mais globalement, la tendance lourde n'est pas de ce côté. Puis qu'on soit obligé d'expliquer ça au gouvernement qui ose se faire élire sur le nationalisme, c'est quand même du culot. Dans le Devoir, il y a le directeur du HEC Montréal qui explique que de plus en plus de cours en anglais au HEC Montréal, même le fameux MBA est offert en anglais. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? C'est la langue des affaires. C'est important pour nos diplômés d'être à l'aise en anglais. On veut que notre diplôme soit reconnu mondialement. Puis c'est pour ça que de plus en plus, il y a des cours qui sont offerts en anglais seulement au HEC. Ben oui, ça pour moi, c'est une logique de coloniser. Il faut arrêter avec ça. Là. À un moment donné, l'anglais, de toute façon, si tu es rendu que tu l'apprends seulement à l'université, c'est que tu ne maîtriseras jamais vraiment, on s'entend. Là. Et puis, les universités québécoises à l'échelle du monde n'ont pas à se distinguer dans le marché des universités anglophones. En cette matière, on va toujours être plus faible que Boston, puis San Francisco, puis Los Angeles, et puis New York, et ainsi de suite. La différence créatrice du Québec, c'est une différence francophone. Et nos universités ne devraient pas se présenter comme des universités de deuxième zone en anglaise, mais des universités de premier rang francophones. Mais encore une fois, c'est la logique du colonisé qui reprend ses droits aujourd'hui. Ben, Jean-François Lisée, il me parlait tantôt, ici c'est si important que ça l'anglais, puis si c'est la langue des affaires, ben pourquoi vous donnez des cours en français d'abord? Faisons du HEC, l'université anglophone. Non, mais ça, c'est la haute administration universitaire, ça fait longtemps qu'elle s'est détachée mentalement du Québec. Ils ont tous McGill comme modèle. Alors, quoi qu'on en dise, McGill n'est pas une institution qui est culturellement québécoise. C'est une institution québécoise au sens large, évidemment, mais c'est une institution qui se voit attachée à l'anglosphère. C'est une institution qui, historiquement, s'est pas développée avec une grande sympathie pour les Québécois francophones. C'est une institution qui a d'excellence, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est une université qui se pense dans le système monde plutôt que dans le système culturel québécois. Et de ce point de vue, nos universités devraient se dire on incarne l'excellence francophone et on n'est pas des doubles moins convaincants, des copies, des doublures de McGill. On est des universités francophones qui se distinguent dans l'univers de la francophonie, qui sont capables de rejoindre les Européens et non pas, comme je dis, des sous-universités de Cleveland. Tout à fait. C'est un peu triste. Oui. Écoute, est-ce qu'on va pouvoir voir demain à ton émission à CNews, Mathieu? Alors, je reçois Michel Geoffroy qui a écrit un livre passionnant sur la science-fiction et la politique. Comment la science-fiction permet quelquefois, depuis 50 ans, elle a anticipé les grandes tendances politiques de notre époque. Donc, ça va être une manière de faire un point de contact entre littérature, cinéma et tendance lourde de notre vie politique aujourd'hui. Ça va être passionnant, je crois. Oh, wow! Ça, je vais vraiment adorer ça. Entre autres, tous les défis démographiques qu'on connaît, la pollution, tout ça. Là, on a vu ça dans les films de science-fiction des années 60, là. Absolument. En fait, j'ai lu son bouquin Bienvenue dans le meilleur des mondes. On peut dire que tout était deviné. C'est ça qui est fascinant quand même. Tout était deviné. Ben oui. Il y a des idées. Et quelquefois, c'est par la science-fiction qui peut sembler un genre léger que les prophéties les plus fortes sur notre époque se sont accomplies. Regarde The Matrix, entre autres, là, on ne sait pas faire la différence entre la réalité et ce qui est faux et ce qui est vrai. Mais on vit là-dedans. On vit dans The Matrix. Eh ben, j'en ai souvent l'impression et je trouve ça terrifiant. Puis j'ai peur de vivre un jour dans Terminator. Donc, quoi qu'il en soit, Michel Geoffroy va être un excellent invité. Très hâte de voir ça. Merci. Bon week-end, Mathieu. Bye.